Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration en profondeur qui nous emmène dans un espace assez fascinant. Ouais, une vraie zone de friction. C'est ça. Une zone où la psychologie pure, la spiritualité, eh bien, la réussite matérielle se percute de plein fouet. Notre mission pour cette session, c'est de plonger au cœur d'une transcription extrêmement dense. Une transcription tirée d'une vidéo sur les enseignements du Dr Joseph Murphy. Exactement. On parle de son livre très célèbre, La puissance de votre subconscient, mais avec un angle bien précis, un focus sur la réussite et la richesse. Et le but de notre analyse aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, ce n'est vraiment pas de lire un manuel de développement personnel à la lettre. Non, pas du tout. Le but, c'est de désosser la mécanique que ces textes proposent. C'est une promesse assez vertigineuse, en fait. Totalement. C'est l'idée que si on applique une discipline mentale stricte, on peut littéralement transformer sa réalité concrète. Voilà une reprogrammation de ce qui se passe sous la surface de notre conscience. Et ce qui bouscule d'entrée de jeu, mais vraiment dès les premières lignes de ces documents, c'est la violence avec laquelle le texte attaque une idée reçue millénaire. L'idée que la pauvreté serait naturelle. C'est ça. Cette vieille croyance qui dit que le manque serait un état normal, ou pire, une vertu morale imposée par le destin. Ici, on prend le contre-pied absolu. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on réalise très vite que l'enjeu dépasse largement la simple question du compte en banque. Ah oui, c'est pas juste une méthode pour faire de l'argent. Pas du tout. L'argent, dans ce cadre conceptuel, c'est traité presque comme un symptôme. L'objectif de notre synthèse aujourd'hui, c'est vraiment d'isoler l'architecture psychologique qui soutient ces affirmations. Le code source en quelque sorte. Exactement. Ce que l'on étudie, c'est un système de croyances très spécifique qui agit comme le programme de base de toutes nos expériences de vie. On s'intéresse aux rouages invisibles de l'esprit. Pour comprendre comment une idée qui est acceptée comme vraie à l'intérieur finit par s'imprimer sur l'écran de la réalité physique à l'extérieur. C'est de l'ingénierie de la pensée. C'est une très belle façon de le dire. Et pour comprendre cette ingénierie, il faut d'abord que notre auditoire accepte le postulat de base de la source. Un postulat qui redéfinit totalement notre rapport au désir et à l'abondance. Le concept clé de la première section, celui qui frappe fort, c'est l'affirmation que la richesse est aussi naturelle que l'air qu'on respire. C'est une affirmation qui ne prend pas de pincettes. Ah bah non, le texte qualifie carrément la pauvreté de maladie mentale. Ce n'est pas vu comme une punition divine ou un manque de chance. C'est décrit comme une anomalie psychologique, une attitude fondamentalement erronée face à la vie. Et pour bien faire passer ce message, l'auteur utilise une analogie que je trouve redoutable. Il regarde l'argent non pas comme un truc à accumuler dans un coffre, mais comme un simple symbole d'échange. L'analogie avec la circulation sanguine. C'est ça. Il dresse un parallèle très charnel avec le corps humain. En gros, quand l'argent circule librement dans le quotidien d'une personne, on parle de bonne santé économique. Exactement de la même manière qu'un corps est en bonne santé quand le sang irrigue chaque organe sans aucune entrave. Voilà. Et la stagnation, la coagulation financière, c'est la maladie. Je suis fascinée par cette métaphore parce qu'elle dédramatise complètement l'objet de l'argent. Soudain, ce n'est plus ce tabou ou ce symbole de pouvoir corrupteur. C'est juste un fluide. Une ressource fluide et neutre. Simplement indispensable au maintien d'un organisme plus vaste. Et cette dédramatisation, elle nous pousse vers une autre idée centrale du document, la réhabilitation absolue du désir. Ouais, parce qu'historiquement, on a souvent appris le contraire. Tout à fait. Une grande partie des traditions philosophiques ont instillé cette idée très puritaine que le désir est la source de la souffrance, que c'est mauvais par nature et qu'il faut l'étouffer. Mais ici, on rejette cette ascèse. Le désir est redéfini comme une impulsion vitale. Le texte dit que c'est presque un don divin. La logique est implacable. Ressentir la soif et vouloir de l'eau quand on est perdu dans le désert, c'est l'instinct de survie. Vouloir recouvrir la santé sur un lit d'hôpital, c'est la vie qui cherche à se prolonger. Donc, par extension, désirer l'abondance quand on vit dans la privation financière, ce serait tout aussi sain et instinctif. Exactement. Le désir de prospérer est perçu comme l'expression de la vie qui cherche à s'épanouir. Et toucher ça sous prétexte de fausse modestie, c'est étouffer la vie elle-même. Et pour couronner cette idée d'un désir matériel parfaitement légitime, il y a ce passage merveilleux dans nos sources. C'est un détail presque humoristique, mais super profond. Ah, l'anecdote avec Einstein! Oui. L'auteur s'appuie sur une définition de la matière attribuée à Einstein. L'idée, c'est que la matière physique, c'est juste de l'énergie, de l'esprit, dont la fréquence a été ralentie. Ralentie, jusqu'à devenir visible et tangible. C'est ça. Donc la matière, c'est le degré le plus bas de l'esprit. Et l'esprit, le degré le plus subtil de la matière.
Ce qui amène à cette conclusion géniale. Absolument fantastique. Si on a faim au beau milieu de la nuit, le fait de se préparer un simple sandwich au jambon devient littéralement un acte spirituel. C'est la meilleure excuse pour un encas nocturne. Franchement, oui. Ce sandwich est la réponse matérielle parfaite à une prière silencieuse de l'organisme. C'est vrai que l'image prête à sourire, mais elle accomplit un travail conceptuel majeur pour ceux qui cherchent à apprendre cette méthode. Elle efface la frontière artificielle entre le sacré et le profane. Ça élimine la culpabilité. C'est crucial. Tant qu'un individu nourrit secrètement de la culpabilité vis-à-vis de son ambition, ou une honte liée à son désir de confort, il maintient un blocage. Un caillot pour reprendre l'analogie du sang. Voilà, ce caillot empêche la circulation de la prospérité. Accepter l'idée que vouloir réussir est sain, c'est le prérequis non négociable avant d'espérer mobiliser son esprit. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois la paix faite avec l'abondance, il faut savoir comment mettre la machine en route. Et les sources pointent toutes vers le même outil. Le subconscient. Et la lecture devient franchement déstabilisante à ce moment-là. Le subconscient est décrit comme une machine qui ne raisonne pas du tout. C'est une entité d'une malléabilité terrifiante, contrairement à notre esprit conscient qui doute et qui filtre. Le subconscient avale tout ce qu'on lui sert et le traite comme une vérité absolue. Ce manque total de filtre critique, c'est le pivot de la théorie. Le document utilise l'exemple de l'hypnose pour rendre ça évident. Ah oui, l'exemple du président et du mendiant. C'est ça. Sous hypnose, l'esprit conscient est mis en veille. Le garde-barrière est endormi. Si l'hypnotiseur dit à la personne qu'elle est le président, le texte note qu'elle adoptera instantanément une posture majestueuse. Elle incarne l'autorité physiquement. Et quelques secondes plus tard, si on lui dit qu'elle est un mendiant grelottant dans la rue, la métamorphose suit immédiatement. La posture s'affaisse, elle tend une sébile imaginaire. Le subconscient se moque de la vérité objective. Il ne discute pas les ordres. Il matérialise la suggestion à travers le corps. Mais attends, si le subconscient ne filtre absolument rien, ça donne une toute autre dimension à la programmation de l'enfance. Le conditionnement négatif dont parle l'auteur. C'est la partie la plus effrayante de l'analyse. Le texte cite Phineas Parker Squimby, un pionnier du 19e siècle. Il disait que chaque enfant arrive au monde comme un bloc-notes vierge. Une image très parlante. Le problème, c'est que l'entourage, les parents, la société, tout le monde, se précipite pour écrire sur ce carnet. Des phrases assassines comme « tu es un bon à rien » ou « la vie est dure ». L'enfant absorbe ces suggestions toxiques comme des lois universelles. Et 20 ans plus tard, ce bloc-notes enfoui continue de dicter chaque échec. On fonctionne avec le logiciel malveillant de quelqu'un d'autre. Et les conséquences dépassent la psychologie. Pour atteindre la biologie, le texte donne l'anecdote de la grippe en novembre. Ah, ce cas d'école est fascinant. On décrit une personne qui s'est persuadée qu'avec la baisse des températures en novembre, elle va inéluctablement attraper une sévère grippe. Et ça marche à tous les coups. Chaque année. Le texte pose une question de bon sens. Pourquoi cette personne s'effondre alors que sa famille, respirant le même air et mangeant la même chose, reste en pleine santé? L'auteur balaye l'explication virologique. Pour lui, la cause, c'est l'anticipation négative. Le subconscient a reçu une directive claire. En novembre, on tombe malade. Donc, il prépare le terrain biologique. Savoir que notre propre esprit peut se comporter comme un saboteur zélé, c'est glaçant. Mais heureusement, on a une méthode pour désinstaller ce programme. Il ne suffit pas de comprendre, il faut pratiquer. Exactement. Le texte donne une méthode créatrice en 4 étapes précises. Je les liste rapidement. 1. Reconnaître l'univers ou Dieu comme source infinie. 2. Imprégner le subconscient d'abondance par la répétition. Avec une attente consciente. Oui. 3. Pratiquer des affirmations de 5 minutes, matin et soir. Et 4. La fameuse technique d'annulation immédiate. Ce qui est fascinant ici, c'est le niveau de discipline exigé par cette 4e étape. C'est pas de la pensée magique naïve, on est bien d'accord. Pas du tout. L'instruction est brutale. À la seconde, une pensée de manque traverse l'esprit, une angoisse face à une facture par exemple, il faut l'inverser sur le champ. Le texte prévient que si la pensée survient 50 fois dans l'heure, il faut la contrer 50 fois. C'est un entraînement mental de type pavlovien, presque militaire. L'objectif est d'assécher les circuits neuronaux de la peur en les privant d'attention. Et pour montrer que cet effort de titan paie, il y a cette anecdote d'un homme venu à une conférence complètement fauché. Une histoire de réussite assez spectaculaire. Il prend un papier et écrit 3 désirs. Un travail, une voiture, de l'argent. Et il s'astreint à cette routine d'affirmation. Le résultat, selon la source, C'est étourdissant. en
En 2 semaines, un emploi à San Francisco. Il gagne une voiture à une tombola. Et peu après, il se marie avec une veuve fortunée qui finance son entreprise. Un alignement de planètes dingue. Mais l'analyse de ce succès est cruciale pour notre auditoire. La clé, c'est qu'il s'est identifié mentalement et émotionnellement à la réalité de ses désirs avant qu'il n'arrive. C'est-à-dire ? S'il avait fait ces affirmations en ressentant la peur de ne pas manger, il aurait transmis cette émotion de pauvreté au subconscient. Au lieu de ça, pendant ces 5 minutes, il ressentait la gratitude d'avoir déjà obtenu ce travail. C'est la fusion entre la pensée claire et l'émotion forte qui force le verrou. Mais bon, si c'était si simple, ça se saurait. Le texte consacre beaucoup de pages aux pièges redoutables qui bloquent le processus. Les 2 grands ennemis, l'indécision et la jalousie. L'indécision, c'est terrible. Refuser de décider, c'est laisser l'esprit de masse, qui est souvent tragique et négatif, décider à sa place. L'univers mental a horreur du vide. Le premier exemple concret dans la source est tellement triste. C'est un homme de 90 ans dans un hall d'hôtel, en béquille. L'homme qui rêvait de faire le tour du monde avec sa femme. L'argent était là, mais il remettait toujours à plus tard. On partira quand notre fille sera grande, quand elle aura fini ses études, quand elle se mariera. Résultat, sa femme est décédée, lui ne peut plus marcher, le rêve est mort. Et le diagnostic de l'auteur, c'est que les études de la fille n'étaient que de nobles excuses, des paravents pour cacher son incapacité à prendre une véritable décision. La paralysie totale. Le contraste est violent avec le deuxième exemple, celui de l'alcoolique, Sally. Une histoire qui commence pourtant dans un gouffre bien plus sombre. Elle perd son emploi à cause de l'alcool. Mais contrairement au vieil homme, elle prend une décision irrévocable. Elle ne dit pas « je vais essayer d'arrêter », elle décrète qu'elle est affranchie. Et elle utilise la visualisation de manière chirurgicale. Elle s'imagine en avocate respectée. Elle ressent le contact du bureau en acajou, elle entend sa propre voix plaider. Et à chaque fois que le manque l'assaille, elle projette ce film. Elle remplace l'image destructrice par une image de triomphe. Et elle est restée sobre plus de 5 ans. La décision a reconfiguré le logiciel. C'est la preuve que l'imagination dirigée par la volonté est surpuissante. Mais le second piège est encore plus pervers, la jalousie. Cela soulève une question importante. Pourquoi l'envie est-elle si destructrice, selon l'auteur ? Ce n'est même pas une question de morale. Non, c'est de la pure logique subconsciente. Quand on jalouse la richesse des autres, l'émotion dominante à l'intérieur, c'est le sentiment de privation, le manque. On se dit « l'autre a ça et moi je suis privé ». Plus de frustration dans sa propre vie ? Donc le seul moyen de l'attirer à soi, c'est de souhaiter sincèrement la richesse aux autres, de s'en réjouir. C'est la méthode la plus égoïstement efficace pour s'imprégner d'abondance. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Si on résume, ces sources présentent l'esprit humain comme un jardin. Une très belle image. Si on le laisse à l'abandon, les mauvaises herbes, des peurs de la société et de l'indécision prennent le dessus. Cultiver la richesse, ça demande une imagination disciplinée et une garde active devant ses propres pensées. La valeur de tout ça, pour toute personne curieuse de s'améliorer, réside dans l'observation de son propre discours intérieur. Quelle est la nature des instructions envoyées chaque jour au bloc-notes vierge de notre subconscient ? Une vraie question d'hygiène mentale. D'ailleurs, pour conclure, j'aimerais qu'on prolonge cette réflexion avec une idée assez provocatrice qui n'est pas directement dans la source, mais qui en découle logiquement. Je t'écoute. Si on admet que le subconscient humain accepte sans réfléchir et sans aucun filtre tout ce qu'on lui suggère avec répétition, que se passe-t-il à notre époque moderne ? Avec les réseaux sociaux ? Voilà. Des millions de cerveaux sont exposés simultanément aux mêmes algorithmes. Des flux continus d'informations anxiogènes, de drames, de standards inatteignables. C'est un bombardement hypnotique à l'échelle globale. Exactement. Si nous ne prenons pas le contrôle conscient, fatigant et quotidien de notre propre subconscient, qui, ou plutôt quelle machine, est en train de le programmer à l'échelle mondiale à cet instant précis ? C'est une pensée vertigineuse. Une pensée qui mérite vraiment qu'on s'y arrête et qu'on examine nos propres écrans mentaux. Et nos écrans tout court. On laissera notre auditoire méditer là-dessus.